Bonjour à tous. Après ma première vidéo 50 raisons pour lesquelles la carte du QI est fausse, je n'ai eu aucune réponse de la part d'influenceurs qui défendent la carte du QI. Par ailleurs, aucun n'a donné suite à mes propositions de débat. Je gagne donc par forfait ce débat, mais pour enfoncer le clou et ne laisser aucun doute à ce sujet, j'ai décidé de réaliser une deuxième vidéo, 44 autres raisons pour lesquelles la carte du QI est fausse, ce qui monte à 94 le nombre de raisons pour lesquelles la carte du QI est fausse, et plus largement le racialisme des suprématistes blancs. Je vous renvoie à mon livre « Racisme, antiracisme, même combat » qui vient de sortir, si vous voulez en savoir plus, évidemment. Alors la totalité des 44 nouvelles raisons que je vais vous présenter aujourd'hui ont été données par l'intellectuel conservateur américain Thomas Sowell, dans plusieurs de ses livres, et notamment Les intellectuels et la race, d'une part, et Redneck noir et gauchiste blanc, d'autre part. Alors commençons par les arguments figurant dans Intellectuels et race. Premièrement, le taux de pauvreté des Noirs a baissé de 1865 à 1965 aux États-Unis et augmenté avec la discrimination positive envers les Noirs par les gouvernements socialistes. Deuxièmement, en moyenne, les pays africains, anciennement colonisés par l'Angleterre, tendent à avoir un PIB par habitant supérieur à ceux colonisés par la France. La France est de culture catho-marxiste, l'Angleterre de culture protestante. Troisièmement, aux États-Unis, même parmi les groupes non blancs à faible revenu, il existe un chevauchement considérable avec les revenus des Américains blancs. Par exemple, les données du recensement de 2020 montrent que plus de 9 millions de Noirs américains ont des revenus supérieurs aux revenus médians des Blancs américains. Quatrièmement, sur une période de plus d'un quart de siècle, depuis 1994, le taux de pauvreté annuel des familles noires composées de couples mariés n'a jamais atteint 10%. Et en plus d'un demi-siècle, depuis 1959, le taux de pauvreté national de l'ensemble des Américains n'a jamais été aussi bas que 10%. Cinquièmement, les familles blanches monoparentales dirigées par un homme ont connu un taux de pauvreté plus élevé que les familles noires composées d'un couple marié chaque année entre 2003 et 2020. Sixièmement, les couples noirs mariés ont toujours eu un taux de pauvreté inférieur à la moyenne nationale, et moins de la moitié du taux de pauvreté des familles blanches monoparentales dirigées par une femme. Septièmement, à New York par exemple, au cours de l'année scolaire 2017-2018, il y avait des dizaines d'endroits dans les quartiers minoritaires à faible revenu où les écoles publiques à charte et les écoles publiques traditionnelles, desservant la même communauté locale, étaient hébergées dans les mêmes bâtiments. Lorsque les élèves noirs et hispaniques des deux types d'écoles ont passé le même test de mathématiques à l'échelle de l'État, les élèves des écoles à charte ont atteint le niveau officiel de compétences en mathématiques plus de 6 fois plus souvent que les enfants des mêmes ethnies dans les écoles publiques traditionnelles hébergées dans les mêmes bâtiments. Il s'agit d'énormes disparités au sein des mêmes groupes, de sorte que ni la race ni le racisme ne peuvent expliquer ces énormes différences. Huitièmement, de même, une étude réalisée dans les années 1930 sur la communauté noire de Chicago a révélé que le taux de délinquance au sein de cette communauté variait de plus de 40% dans certains quartiers noirs à moins de 2% dans d'autres quartiers noirs. Il s'agit de disparités au sein d'un même groupe racial, dans une même ville et au même moment. Neuvièmement, en 1851, alors que la population blanche du sud des États-Unis était environ 2 fois moins nombreuse que la population blanche des autres régions des États-Unis, seuls 8% des brevets délivrés aux États-Unis l'ont été à des résidents des États du Sud. Dixièmement, les Blancs du Sud ont également longtemps été à la traîne par rapport aux autres Blancs pour ce qui est de diverses compétences professionnelles. Par exemple, bien que le Sud possède 40% des vaches laitières du pays en 1860, il ne produit que 20% du beurre et 1% du fromage du pays. Le retard des sudistes dans l'industrie laitière s'est poursuivi jusqu'au XXe siècle. Onzièmement, même aujourd'hui, au XXIe siècle, certains comtés des Appalaches du Kentucky, les comtés de Clay et d'Osley, sont à plus de 90% blancs, et le revenu médian des ménages y est non seulement inférieur à la moitié du revenu médian des ménages des Américains blancs dans l'ensemble du pays, mais aussi inférieur de plusieurs milliers de dollars au revenu médian des ménages des Américains noirs dans l'ensemble du pays. Douzièmement, une étude du Bureau du recensement a révélé que le comté d'Osley était le comté à plus faible revenu de tous les États américains en 2014 et que sa population était à 99% blanche. Il ne s'agit pas simplement de coups de chance isolés au cours d'une année particulière, ce même comté présentait le même profil de revenus dans 5 enquêtes différentes, réalisées sur plus d'un demi-siècle entre 1969 et 2020. 13e, en 2014, un article de New York Times Magazine a classé les comtés américains en termes économiques,
et 6 des 10 derniers comtés se trouvaient dans l'est du Kentucky. Bien que cet article ne mentionne pas la race des habitants de ces comtés, les données du recensement montrent que chacun de ces 6 comtés avait une population composée à plus de 90% de blancs. Les données relatives à ces 6 mêmes comtés, qui ont fait l'objet d'une enquête au cours des mêmes années, de 1969 à 2020, montrent un schéma très similaire. Les revenus médians des ménages sont constamment très inférieurs aux revenus médians des ménages blancs à l'échelle nationale, de même que les revenus médians des ménages sont constamment inférieurs aux revenus médians des ménages noirs à l'échelle nationale. 14e point. Un élément de preuve empirique majeur est apparu lorsque les soldats de l'armée américaine ont été soumis à des tests mentaux au cours de la Première Guerre mondiale. Les résultats d'un échantillon de plus de 100 000 de ces tests ont montré que les soldats noirs, dans leur ensemble, obtenaient des résultats inférieurs à ceux des soldats blancs dans l'ensemble de ces tests. Cela a été considéré comme une preuve irréfutable que le déterminisme génétique était un fait avéré. Mais une analyse interne des résultats des tests mentaux a montré que les soldats noirs de l'Ohio, de l'Illinois, de New York et de Pennsylvanie ont obtenu de meilleurs résultats aux tests mentaux de l'armée que les soldats blancs de Géorgie, de l'Arkansas, du Kentucky et du Mississippi. 15e point. Y a-t-il eu d'autres groupes de blancs, à part les soldats de certains États pendant la Première Guerre mondiale, qui ont obtenu des résultats aussi bas que les Noirs, ou plus bas que les Noirs, aux tests mentaux au cours du XXe siècle? Il s'avère que oui. Il s'agit notamment des Blancs vivant dans certaines communautés américaines de montagne et de piémont. 16e. Il y a également eu des Blancs vivant dans les îles Hébrides, au large de l'Écosse, et des Blancs vivant dans des communautés de canaux en Grande-Bretagne, dont les résultats au test de QI étaient similaires à ceux des Noirs américains. Ce que ces Blancs avaient en commun, c'était l'isolement, qu'il s'agisse d'isolement géographique ou d'isolement social. Cet isolement social par rapport à la société dans son ensemble est également fréquent depuis longtemps chez les Noirs américains. 17e. Bien que les Noirs engagés dans l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale aient obtenu des résultats légèrement inférieurs à ceux de divers membres de groupes d'immigrants européens récemment arrivés, d'autres Noirs vivant dans des communautés du Nord ont souvent obtenu des résultats équivalents ou légèrement supérieurs à ceux de ces mêmes groupes d'immigrants aux tests mentaux. Ces immigrants comprenaient des enfants italo-américains dans une enquête de 1923 sur le QI. 18e. Des résultats similaires ont été trouvés dans une enquête de 1926 sur le QI des Slovaques, des Grecs, des Espagnols et des Portugais aux États-Unis. Au cours de cette période, la plupart des immigrants européens se sont installés en dehors du Sud, et les Noirs vivant en dehors du Sud avaient un QI moyen plus élevé que les Noirs vivant dans le Sud. 19e point, les Blancs vivant dans des communautés isolées de montagne et de piémont constituent un groupe particulièrement frappant en ce qui concerne la pauvreté et l'isolement par rapport au monde extérieur et aux communautés similaires situées dans les mêmes montagnes et piémonts. Nous avons vu à quel point les revenus de ces personnes ont baissé dans les comtés des Appalaches au XXIe siècle. En 1929, le QI des enfants des régions montagneuses de Blue Ridge a été étudié et peut être comparé au QI des Noirs, qui s'élevait en moyenne à 85 à l'échelle nationale. Le QI moyen de ces enfants blancs des communautés de Blue Ridge Mountain allait de 83,9 à 61,2 selon le test de QI utilisé. 20e point. En 1930, les enfants blancs des écoles de montagne de l'East Tennessee avaient un QI moyen de 82,4. Comme les enfants noirs ayant un QI similaire, ces enfants blancs des montagnes avaient un QI plus élevé lorsqu'ils étaient jeunes, 94,68 à l'âge de 6 ans, tombant à 73,5 à l'âge de 16 ans. 10 ans plus tard, en 1940, après de nombreuses améliorations dans l'environnement local et dans les écoles, les enfants des mêmes communautés, et apparemment d'un très grand nombre des mêmes familles, avaient un QI moyen de 92,22. À présent, leur QI moyen à l'âge de 6 ans était de 102,56, et il est tombé à 80 à l'âge de 16 ans. Il est clair que ces QI inférieurs à la moyenne ne sont pas dus à la race, mais avant 1940, ils étaient au moins aussi inférieurs au QI moyen national de 100 que le QI des enfants noirs. 21e point. Une étude de 1976 a montré que les orphelins noirs élevés par des familles blanches avaient un QI moyen nettement plus élevé que les autres enfants noirs, et un QI légèrement supérieur à la moyenne nationale. Il se trouve que l'un des premiers scientifiques noirs notables, George Washington Carver, au début du XXe siècle, était un orphelin élevé par une famille blanche. 22e point. En 1994, par exemple, les millions de Chinois d'outre-mer ont produit autant de richesses que le milliard d'habitants de la Chine. Dans ce cas, la race était la même, mais la production de richesses par habitant était radicalement différente. 23e point.
on retrouve un schéma similaire aux États-Unis aujourd'hui où plusieurs des comtés les plus pauvres du pays ont une population très majoritairement blanche, avec des revenus médians par ménage inférieurs aux revenus médians par ménage des Noirs américains. 24e point. Les Juifs, qui avaient obtenu de mauvais résultats aux tests mentaux de l'armée de 1917, ont commencé à obtenir des résultats supérieurs à la moyenne nationale à divers tests de QI et d'admission à l'université, à mesure qu'ils devenaient un groupe plus anglophone. 25e point. Bien que la moyenne du QI des Noirs, par exemple, soit restée plus ou moins constante à environ 85 pendant des années, cette constance cachait le fait que les Noirs, comme les autres, répondaient correctement à plus de questions de tests de QI que par le passé. Le nombre de questions auxquelles les Noirs ont répondu correctement au test de QI en 2002 leur aurait donné un QI moyen de 104, selon les normes utilisées en 1947. Ce chiffre est légèrement supérieur à la performance moyenne des Américains en général au cours de la période précédente. 26e point. Des données ultérieures, publiées par Charles Murray en 2021, ont montré que le QI moyen des Noirs était désormais de 91, alors qu'il était habituellement de 85 auparavant. Cela signifie que l'amélioration des tests de QI des Noirs n'a pas simplement suivi le rythme de l'amélioration des autres personnes, mais qu'elle s'est améliorée un peu plus. 27e point. Même si nous supposons, pour les besoins de l'argumentation, que les résultats des tests de QI sont une mesure parfaite de l'intelligence, les faits montrent que les personnes dans de nombreux pays ont répondu correctement à plus de questions de tests de QI au cours des dernières années, et non à moins de questions. 28e point. Passons aux arguments figurant dans le livre de Thomas Sowell, Redneck noir et gauchiste blanc. Au XVIIIe et XIXe siècle, de nombreux observateurs dans diverses régions du sud des États-Unis ont fait des commentaires sur le manque d'esprit d'entreprise des Blancs du Sud. Dans son ouvrage classique, La démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville oppose les attitudes à l'égard du travail des Blancs du Sud à celles des Blancs du Nord, au point que l'observateur occasionnel qui navigue sur l'Ohio peut comparer la rive de l'Ohio à celle du Kentucky. Cela vient de la culture redneck ou cracker qui a été importée d'endroits reculés d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse. Cette culture, que les habitants du Sud ont apportée des régions de Grande-Bretagne d'où ils venaient, a changé en Grande-Bretagne dans les années qui ont suivi leur départ. Mais tout cela s'est produit après que les ancêtres des rednecks et des crackers eurent immigré dans le Sud américain depuis les régions périphériques de la société britannique, plutôt que depuis le centre de l'Angleterre. Ensuite, cette culture s'est largement transmise aux Noirs du Sud, qui en ont fait leur identité, notamment dans les ghettos noirs américains, une culture qui s'opposait à la culture des Noirs vivant dans le Nord avant eux. 29e point. À cause de la culture redneck ou cracker, non seulement de nombreux groupes blancs qui se sont installés dans le sud des États-Unis au XVIIe et XVIIIe siècle ont dédaigné de faire carrière dans les affaires, comme leurs ancêtres l'avaient fait dans les régions de Grande-Bretagne d'où ils venaient, mais ils n'avaient généralement pas les habitudes nécessaires pour réussir dans les affaires. 30e point. Le Richmond Enquirer attribue le succès des fermiers blancs du Nord, là où les sudistes blancs avaient échoué, à la nature sociale de ces derniers, qui les conduit à se rassembler autour de palais de justice et des magasins de campagne pour fumer, mâcher, parler de politique et en général perdre leur temps. 31e point. Une colonie allemande dans le Missouri a créé une industrie vinicole avec une production annuelle d'environ 100 000 gallons. Mais le Sud, dans son ensemble, a produit moins d'un cinquième du vin des États-Unis en 1849, et cela bien avant le développement de l'industrie vinicole californienne. 32e point. Au début du XXe siècle, on se lamentait encore sur les opportunités manquées par les sudistes et exploitées par des étrangers aux comportements différents. Les propriétaires terriens de l'Alabama se seraient privés de millions de dollars en ne voyant pas les opportunités qui s'offraient à eux, et que les bûcherons du Nord et de l'Est ont saisi en coupant des arbres et en expédiant le bois dans le monde entier. 33e point. Non seulement dans le Sud, mais aussi dans les communautés d'où étaient originaires les Blancs du Sud, dans les Highlands écossais, en Ulster et dans le Pays de Galles, d'une époque antérieure, la plupart des hommes d'affaires, prospères, étaient des étrangers. 34e point. Compte tenu de l'histoire des crackers et des rednecks en Grande-Bretagne, on ne pouvait guère s'attendre à ce que l'activité intellectuelle soit l'un de leurs principaux centres d'intérêt aux États-Unis. Une étude portant sur 18 000 registres de comtés de la Virginie coloniale du XVIIe siècle a montré que près de la moitié des Virginiens blancs de sexe masculin étaient si illettrés qu'ils ne pouvaient même pas signer leur nom et se contentaient d'apposer une marque sur les documents juridiques. 35e point. Lors du recensement de 1850, plus d'un cinquième des Blancs du Sud étaient encore analphabètes, contre moins d'1% pour les habitants de la Nouvelle-Angleterre. 36e point. Bien que la population blanche du Sud ne soit que la moitié de celle du Nord, le nombre total de blancs analphabètes dans le Sud en 1850 était supérieur au nombre total d'analphabètes dans le Nord. 37e point. Le tirage total des journaux du Nord était plus de 4 fois supérieur à celui des journaux du Sud.
En outre, de nombreux rédacteurs en chef des journaux du Sud étaient eux-mêmes originaires du Nord. 38e point, le Nord comptait 4 fois plus d'écoles, fréquentées par plus de 4 fois plus d'élèves. Les enfants du Massachusetts passaient plus de 2 fois plus d'années à l'école que les enfants de Virginie. 39e point, en ce qui concerne les inventions, seuls 8% des brevets délivrés en 1851 ont été attribués à des résidents des États du Sud, dont la population blanche représentait environ un tiers de la population blanche du pays. Même dans le domaine de l'agriculture, principale activité économique de la région, seuls 9 des 62 brevets relatifs à des outils agricoles ont été délivrés à des sudistes. L'égreneuse à coton, peut-être l'invention la plus cruciale pour le Sud, a été inventée par un nordiste. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les soldats blancs de Géorgie, de l'Arkansas, du Kentucky et du Mississippi obtenaient des résultats inférieurs aux tests mentaux que les soldats noirs de l'Ohio, de l'Illinois, de New York et de Pennsylvanie. 41e point. Les types de disparités statistiques constatées entre les Blancs du Sud et les Blancs du Nord, dans le passé, sont aujourd'hui souvent considérés comme des preuves de discrimination raciale, lorsque de telles disparités sont constatées entre les populations noires et blanches du pays dans son ensemble, tandis que d'autres ont considéré ces disparités comme des signes de déficience génétique. Pourtant, il est clair que ni la discrimination raciale, ni l'infériorité raciale ne peuvent expliquer des différences similaires entre des Blancs du Nord et du Sud au cours des siècles précédents. Cela devrait au moins soulever des questions sur ces explications lorsqu'elles sont appliquées aux Noirs d'une époque ultérieure qui ont hérité de la culture des Blancs du Sud. 42e point, les Blancs du Sud étaient aussi différents des Blancs du Nord en ce qui concerne les habitudes sexuelles, qu'ils l'étaient à d'autres égards. Les rapports sexuels occasionnels très répandus sont commentés par les observateurs extérieurs tant dans le Sud américain que dans les régions de Grande-Bretagne d'où les sudistes étaient originaires. Là encore, le contraste le plus marqué est avec la Nouvelle-Angleterre. Alors que les mariées enceintes sont très rares dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle, elles sont plus fréquentes dans l'arrière-pays du Sud que partout ailleurs aux États-Unis. Parallèlement, la région d'Angleterre d'où venaient les néo-anglais avait des taux d'illégitimité les plus bas d'Angleterre, tout comme leurs descendants avaient les taux d'illégitimité les plus bas des États-Unis. 43e et avant-dernier point, au XVIIe siècle, la plupart des filles de Virginie trouvaient un mari à l'âge de 17 ans, alors qu'au Massachusetts, l'âge moyen auquel les femmes se mariaient était de 23 ans. 44e point, au XVIIe siècle, la fornication et le viol étaient des actes sévèrement punis en Nouvelle-Angleterre blanche. Le viol est un délit passible de pendaison en Nouvelle-Angleterre, alors que dans les colonies de la baie de Chesapeake blanche, il est parfois moins sévèrement puni qu'un larcin. Voilà pour tous ces points. Je vous remercie pour votre attention. Je reste ouvert à un débat avec un des influenceurs suprémacistes blancs, identitaires, racialistes, comme ils veulent s'appeler. Et d'ici là, portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur, Nouvelle France libre et la vraie droite. Salut.